Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Dans l'actualité nationale, à l'intérieur du pays, précisément à Mali, un calme précaire revient dans la ville. La révolte populaire contre le colonel Issa Camara et ses hommes a fait un bilan de 17 blessés, dont 3 par balle et un très grave. Selon des informations, quelques coups de feu ont été entendus toute la nuit à Mali-Mbérin après avoir empêché la prière de vendredi hier. Daouda Mohamed Camara pour plus de détails. En croire des sources policières, il y a au total 17 personnes blessées lors de ces accrochages dans la ville. 3 le sont par balle, dont une dame elle aussi touchée alors que les forces de l'ordre tentaient d'éventrer la porte de sa boutique pour y soutirer des articles. À une autre source d'ajouter qu'après les folles violences de la journée, les agents ont pillé tard la nuit des boutiques. Ils auraient donc profité de l'absence des propriétaires en fuite. Au total, 4 grandes boutiques auraient été ciblées, mais 2 seulement ont été vidées de leur contenu. Selon des témoignages, la ville de Mali a basculé dans la violence quand le commandant du camp militaire, Issa Camara, aurait ordonné à ses hommes de bastonner un chauffeur qui peinait à lui céder le passage. D'où donc la colère des populations. Elles se sont mobilisées comme un seul homme pour se diriger au siège de la préfecture. Là, elles ont protesté contre le traitement inhumain du citoyen et ont demandé le départ sans condition d'Issa Camara. Une protestation qui a provoqué la riposte disproportionnée des forces de l'ordre qui ont quadrillé la ville pour se livrer à une chasse à l'homme. Effrayés d'ailleurs par les tirs de sommation en l'air, certains citoyens auraient quitté la ville pour se réfugier dans les villages. Aux dernières nouvelles, le gouverneur de la ville, Sadou Keita, séjourne actuellement à Mali Centre pour tenter de ramener le calme. Dr Ousmane Kaba et Mamadou Diawara sont exclus du groupe parlementaire de la majorité à l'Assemblée nationale. Ils perdent aussi leur fonction de président des commissions économie, finances et des délégations au Parlement. La décision est tombée hier vendredi au cours d'une plénière portant élection du bureau de l'institution qui a vu les groupes parlementaires et leurs présidents reconduits. Le point avec Alpha Omar Diallo. Sans grande surprise, les membres du bureau de l'Assemblée nationale ont été reconduits à la majorité des voix. À travers donc l'adoption d'une résolution, l'ancien bureau est maintenu jusqu'à la session parlementaire d'octobre prochain. Ainsi, Amadou Damaro Camara et Fodéoussou Fofana restent respectivement à la tête du groupe parlementaire RPG Arc-en-Ciel de la majorité et celui du libéral-démocrate de l'UFDG, principal parti d'opposition. Dr Ibrahim Adine Touré, qui assurait l'intérim à l'Alliance républicaine de l'UFR, en devient officiellement le président. La principale information de cette plénière tant attendue, et comme fallait s'y attendre, c'est l'exclusion de Dr Ousmane Kaba et de Mamadou Diawara au sein du groupe parlementaire de la majorité. Le premier, qui assurait jusqu'ici la commission économie, finances, plan et coopération du Parlement, est remplacé par Michel Kamano, qui assurait la vice-présidence. Hadjanan Fadima Magasouba succède Mamadou Diawara à la tête de la commission des délégations. Ces 2 honorables députés devront faire preuve d'efficacité au sein de ces 2 commissions de façon provisoire. Par ailleurs, une commission de négociation pour la révision du règlement intérieur de l'institution parlementaire a été mise en place. Ces propositions sont attendues en octobre prochain. Et si une semaine de citoyenneté est instaurée en Guinée, en tout cas le ministre de tutelle Caresse se rêve et espère bien le voir se concrétiser. C'est dans ce cadre que Khalifa Gassama Diaby a déposé à l'Assemblée nationale un projet de loi afin d'obtenir son adoption. La démarche vise à promouvoir davantage la culture de la paix et de la citoyenneté dans le pays. Soirée Boubacar. Le civisme et la citoyenneté en Guinée au cœur des préoccupations du ministre Khalifa Gassama Diaby. Pour matérialiser cette ambition, un document élaboré dans ce sens vient d'être soumis à l'approbation des élus du peuple. Notre département, au nom du gouvernement, a d'ores et déjà préparé et présenté au niveau de l'Assemblée nationale un projet de loi relatif à l'instauration d'une semaine de la citoyenneté dans notre pays, semaine qui sera l'occasion pour l'ensemble de la société guinéenne et des acteurs de travailler, de réfléchir et de promouvoir la culture de la paix, du civisme et de la citoyenneté. Ce projet de loi, une fois adopté à l'Assemblée nationale, le ministre espère que le pays s'en servira pour franchir plusieurs paliers de la vie démocratique. Cela afin de permettre à notre pays de relever enfin dignement des innombrables défis sur son parcours de construction d'un État démocratique, un État de droit, un État où seul le droit fait autorité, où seule la justice fera référence.
La Guinée nous appartient. Et pour la construction d'un État démocratique, les ONG doivent être au premier rang. C'est pourquoi, devant une plateforme d'ONG d'alerte précoce et de réponse rapide au conflit, le ministre Diaby a invité les organisations de la société civile à faire valoir leur mérite d'être. J'ose espérer que cette plateforme prendra toute sa place et toute sa responsabilité lors de ces élections, avant, pendant et après, car nous tenons à rappeler que la vie de la nation ne se résume pas au moment d'élection, afin de contribuer efficacement à l'atténuation des violences et des sources de violence. Pour Khalifa Gassama Diaby, avec le concours de chacun et de tous, la Guinée pourra être un pays où l'idéal commun est de bâtir une nation démocratique et prospère. Lancement ce samedi de la formation de la 3e promotion du projet Rajeunir et féminiser l'administration publique guinéenne. Pour cette 3e phase, ils sont 312 jeunes cadres, dont 30 femmes, à prendre part à cette activité. À la fin de cette formation de 4 mois, ces cadres seront le noyau dur du changement dans l'administration, selon les dires du ministre de la fonction publique, Alseni Diallo. Il constitue la 3e promotion du projet Rajeunir et féminiser l'administration publique guinéenne. Ce projet vise à former 1200 jeunes fonctionnaires sur l'éthique du service public et sur la maîtrise des règles et principes de l'administration. Pendant cette formation, plusieurs thématiques seront abordées en détail par des cadres guinéens, mais aussi par ceux de l'ENA de Bordeaux. L'administration, c'est pas du n'importe quoi. Que l'administration a ses règles, l'administration a ses principes qu'il faut respecter et que l'administration des fonctionnaires doit être un fonctionnaire qui est au service du citoyen. C'est ça notre raison d'être. Et les thématiques qui sont retenues, c'est l'administration, le management, la déontologie, les nouvelles techniques de l'information et de la communication et puis les ressources humaines, la gestion des ressources humaines. Sur 2782 candidats, seulement 312 jeunes cadres, dont 30 femmes, sont retenus. Un pourcentage faible aux yeux du ministre de la fonction publique. Sékou Kourouma promet tout de même de rehausser la barre. C'est très déplorable qu'on ait autant de pourcentage faible de femmes, mais je pense que nous allons corriger cette situation à travers la révision de la loi portant statut général des fonctionnaires, où on va introduire désormais la notion de discrimination positive en faveur des femmes. Pendant les 4 mois de formation, ces jeunes fonctionnaires devront maîtriser les outils qui seront mis à leur disposition. C'est pourquoi le ministre de la fonction publique invite les participants à être attentifs et sereins. Les attentes du projet, c'est de disposer d'un noyau de jeunes fonctionnaires, de jeunes talents, pétris des pratiques de l'administration, du management public, de la déontologie, mais également des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le fait qu'ils soient choisis, qu'ils soient sélectionnés, c'est déjà qu'ils font partie des meilleurs. Alors, à ce titre, il faudrait qu'ils méritent leur place. Ce programme de formation s'achèvera par la remise d'attestations aux candidats. Après Ebola, quand l'audit de la coordination, en tout cas, ils sont nombreux des Guinéens qui se posent cette question. Vous le savez, la fin de l'épidémie a été déclarée à nouveau le 1er juin dernier par l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Maintenant que Ebola est parti, l'on se demande si des audits auront bel et bien lieu alors que des milliards de francs et des engins roulants ont été mobilisés par l'État et les partenaires. Sayon Kouma. On va chanter ensemble, on va danser ensemble, on est là pour fêter la fin de l'Ebola. Vous êtes avec moi? La fin de l'épidémie d'Ebola en Guinée a été ponctuée par des festivités. Un concert Bye Bye Ebola a été même organisé à Conakry pour célébrer en apothéose cette bonne nouvelle. Mais après ces moments de réjouissance, nombreux sont des Guinéens qui s'interrogent sur la façon dont les fonds octroyés à la coordination ont été gérés par l'équipe de Sakouba Keïta. L'État avait dans un premier temps indiqué que des audits allaient être menés pour faire la lumière sur la gestion des fonds alloués à la cellule nationale de lutte contre Ebola. Mais cette annonce, pour certains, est restée sans suite.
La coordination, c'est avec réjouissance qu'on entend cette histoire d'audit. C'est nous, Dr Sakoba Keita et son équipe, les 12 Guinéens qui sont dans la coordination, qui se sont sacrifiés pendant ces 2 années, c'est nous qui sommes pressés d'avoir cet audit. Et je vous informe que déjà les inspecteurs sont dans nos murs et nous sommes très contents parce que nous voulons que cette action que nous avons menée soit auditée au jour le jour dans tous ses aspects pour que au moins les délateurs puissent nous laisser en paix, parce que pour nous, nous avons accompli une mission vraiment pour la République de Guinée. Nous pensions être remerciés et félicités par le peuple de Guinée, pas seulement par les autorités. Si c'est la délation pour dire Faux d'État, cela va en prison, il a détourné 1 milliard de francs guinéens, et puis à l'OMS, c'est-à-dire au système des Nations Unies, vous vous imaginez de Genève à Conakry, l'Organisation mondiale de la santé, nous sommes très pressés qu'il y ait l'audit de notre action, comme d'ailleurs ça s'est fait dans les autres pays. Nous sommes aujourd'hui très pressés de cet audit, comme ça nous pouvons continuer à marcher, comme je vous dis, la tête haute et droit dans nos bottes. L'autre interrogation que les Guinéens se posent également, c'est bien l'avenir de cette coordination. Après avoir accompli leur mission, il est donc important pour certains compatriotes que les responsables de cette coordination nationale de lutte contre Ebola rejoignent leurs fonctions d'origine. À la cellule nationale, l'on compte poursuivre la mission d'alerte, mais tout dépendra des autorités. Nous espérons que cette surveillance va continuer sur le territoire pour qu'aucune autre épidémie ne grippe encore ce pays. Mais cette décision ne vient pas de nous. Je vous ai dit tout de suite, nous sommes ici en position de mission. Ce n'est pas une fonction. C'est ça, j'explique toujours aux agents de la coordination nationale. Celui qui vient me dire, ah frère, aidez-moi, on m'a licencié. Je dis non, ce n'est pas une fonction de la coordination nationale, c'est une mission de guerre contre un ennemi qui a attaqué la Guinée. Nous avons abattu l'ennemi, chacun retourne à son travail. Et ça dépend des autorités. Pendant 2 ans, la Guinée a connu une des graves épidémies de son histoire, une épidémie qui a fait près de 3000 morts dans le pays. Le mois de juin de chaque année est retenu comme mois de l'enfant. À cette occasion, le Premier ministre guinéen plaide auprès de toutes les composantes de la nation d'œuvrer pour la promotion et l'épanouissement des enfants du pays. Mamadi Youla rassure que son gouvernement reste déterminé pour la protection des droits et du bien-être de cette couche vulnérable. On le suit au micro de Bamamadou Alpha. Je voudrais saisir l'occasion de la présente cérémonie pour lancer un appel pressant à toutes les composantes de la nation pour une assistance accrue en ressources financières pour la mise en œuvre des projets et programmes destinés à l'amélioration des conditions de vie des enfants dans un environnement sécurisé et protecteur. Au nom du gouvernement, je tiens à rassurer ici tous les acteurs étatiques et non étatiques de la protection des droits et du bien-être de l'enfant, de notre engagement à lutter efficacement contre ce phénomène émergent. Pour ce faire, la synergie d'action est incontournable. Je lance alors une invitation à tous les acteurs nationaux du domaine de l'enfance à fédérer leurs efforts sur le terrain en vue de renforcer la prévention et la protection des droits de tous les enfants en tout lieu et à chaque instant. La CBG, Compagnie des Bauxites de Guinée, une société citoyenne qui accroît chaque année son revenu et améliore son bilan. Elle veut désormais avoir une dimension mondiale vu ses performances depuis le début de ses opérations en 1973 en Guinée. Le directeur général de la compagnie le dit sans ambages. Selon Namori Kondé, la CBG représente un poids non négligeable dans l'économie nationale. Diao Bachir nous en dit plus. La CBG, une société dont les 51% des actions sont détenues par un consortium privé et les 49 autres pourcents reviennent à l'État guinéen. La compagnie des bauxites de Guinée, depuis le début de son exploitation dans le pays en 1973, ne cesse d'accroître son bénéfice à chaque exercice. De 1973 à 2016, c'est la société qui a régulièrement et de façon constante fait un bilan positif. Depuis bientôt 43 ans, en tout cas autour de la quarantaine,
cette société a régulièrement fait des bénéfices. L'équipe que je dirige a pour mission d'améliorer ses performances. Malgré les 3 ans de l'épidémie d'Ebola traversée par la Guinée avec ses conséquences économiques désastreuses, la compagnie a continué tout de même à travailler sans relâche. On a chargé durant les 3 années, chaque année on a fait plus de 260 bateaux. Vous savez, il aurait suffi qu'il y ait un seul cas parmi les travailleurs de la compagnie pour démobiliser tous les expatriés qui vivent dans la même cité que nous. Il aurait fallu un seul cas pour que les acheteurs refusent notre bauxite. Et je dois dire d'ailleurs que beaucoup des acheteurs ont eu des difficultés pour faire accepter la bauxite à un moment donné. La CBG s'investit aussi dans le développement rural. Elle a réalisé plusieurs projets en faveur des communautés, notamment celles de ces zones d'exploitation. Son domaine d'intervention couvre les 10 CRD de la préfecture de Bouquet. Elle couvre également 2 CRD de la préfecture de Télémélé. Elle couvre aussi, je crois, 3 CRD de la préfecture de Gawal. C'est-à-dire que l'ensemble des communautés qui sont autour de nos domaines d'activité connaissent les efforts de CBG dans le domaine du développement durable. Par-ci, vous trouverez des écoles, par là, vous trouverez des centres de santé. Ailleurs, vous trouverez des points d'eau. Dans le domaine de la santé, la compagnie vient de mettre en place un projet de lutte contre le paludisme. Au dire de Namori Kondé, le mode de gouvernance de la CBG repose sur la transparence. Son appui à l'économie nationale n'est plus à démontrer, a conclu le directeur général. Le réseau de convergence des jeunes leaders pour la paix et la démocratie, en partenariat avec la commission provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale, a initié ce samedi une session de formation à l'intention des étudiants. C'est une activité d'une journée axée sur la justice transitionnelle. Le but visé est d'outiller le monde universitaire en techniques d'information et de sensibilisation des citoyens sur le processus de réconciliation nationale. Omar Sow. C'est un séminaire qui regroupe une quarantaine d'étudiants de 5 universités de la place. Au cours de cette formation, des thématiques concernant la justice transitionnelle, le droit à la vérité et à la justice seront abordées. Selon les initiateurs de ce projet, ces étudiants seront formés en tant que pairs éducateurs pour porter les actions de la commission provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale au plus près des populations. Cette session de formation permettra également non seulement de parler de la justice transitionnelle, qui n'est pas une justice de répression ou bien une justice qui définit directement, qui identifie directement le coupable ou l'accusé, mais c'est une justice qui est entre les deux niveaux, la justice classique et la justice réparatrice. Donc c'est pourquoi il y a eu ce thème. Mais aussi, lors de cette session de formation, on va profiter pour donner le rapport sur les consultations nationales, parce que ces rapports donnent tous les types de violations qui ont été effectuées dans notre pays, ainsi que les propositions faites par les populations elles-mêmes afin d'aller vers une réconciliation nationale. Pour le conseiller des coprésidents de la CPRN, la Guinée a connu des moments douloureux axés sur la violation des droits de l'homme. Pour Dr Marc Pepe Grovogui, il est temps d'impliquer le monde universitaire dans ce processus de réconciliation. Dans le monde universitaire, nous avons besoin que les étudiants comprennent le processus de réconciliation et surtout les piliers de la justice transitionnelle, qui sont les éléments nécessaires pour une réconciliation réussie. Donc nous allons développer cette thématique avec ces étudiants pour qu'à leur tour ils puissent être nos interprètes auprès des autres universités et qu'ensemble nous puissions faire une mobilisation sociale autour du processus de réconciliation nationale. Pour le président du Conseil régional des organisations de la société civile, vu l'impact de cette formation pour les universitaires, Abdoul Sako prône sa vulgarisation, et cela dans les institutions d'enseignement supérieur. La question de réconciliation est très sensible.
surtout pour qui connaît notre pays. Donc, une fois encore, messieurs les représentants de la commission provisoire, chers partenaires, soyez-en pleinement remerciés. Et nous comptons une fois encore sur le monde universitaire, certainement à travers le chef de département de droit minier, pour que la formation que vous allez recevoir ici soit démultipliée le maximum que possible dans vos différentes universités, mais aussi au-delà. Cette formation est un prolongement d'une série d'activités de la Commission provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale. Elle consiste à informer et sensibiliser les citoyens à tous les niveaux sur le processus de réconciliation nationale enclenché le 25 mars 2015 en République de Guinée. Vaste coup de filet en Belgique, des dizaines de perquisitions ont été effectuées dans la nuit du vendredi à samedi dans 16 communes dont Bruxelles. Un conseil national de sécurité s'est réuni aujourd'hui autour du Premier ministre Charles Michel. Suivez. Une quarantaine de perquisitions, 12 arrestations dans 16 communes belges, c'est le bilan de la nuit de vendredi à samedi. Une opération antiterroriste qui nécessitait une intervention immédiate selon le parquet fédéral. Ni armes ni explosifs n'ont été découverts. Les individus arrêtés sont soupçonnés de faire partie d'une cellule qui préparait un attentat. Les événements liés au match Belgique-Irlande de ce samedi à Bordeaux auraient été visés. L'opération policière est survenue quelques jours après l'annonce alarmiste des menaces qui pèsent sur la France et la Belgique. Un service de la police judiciaire affirmait détenir des informations sur des combattants étrangers partis de Syrie qui projetaient de rejoindre l'Europe par groupe de 2 pour perpétrer les attentats terroristes. Malgré tout, le Premier ministre belge est rassurant. Le message que nous donnons est un message de détermination, un message de sérénité, un message de calme. Les différents événements qui sont prévus durant les prochains jours sont maintenus avec des mesures de sécurité complémentaires ou avec des mesures de sécurité qui sont adaptées. Et le message qui est donné, c'est que à la fois le Conseil de sécurité, les services de sécurité, nous sommes évidemment extrêmement vigilants. Nous suivons la situation heure après heure et nous avons bien l'intention de continuer à mener avec une grande détermination ce combat contre l'extrémisme, contre le radicalisme, contre le terrorisme. Et nous avons encore eu la démonstration depuis les dernières heures que nos services de sécurité, nos enquêteurs, nos services de renseignement font un travail qui permet de déboucher sur des actions dans le champ judiciaire, ce qui est aussi un message fort et solide qui est donné. Depuis les attentats meurtriers du 22 mars à l'aéroport de Zaventem et la station de métro Malbec, la Belgique est sous tension et se prépare à toutes les éventualités. Une réunion de crise doit se tenir pour évaluer la situation née de ces nouvelles menaces. Après Fallujah, les forces irakiennes se dirigent lentement mais sûrement vers Mossoul, dans le nord de l'Irak. Les forces pro-gouvernementales entament la deuxième phase de l'opération de libération de la région. Regardez. Un nouveau revers pour le I. Nous avons promis la libération de Fallujah et nous l'avons fait. C'est ainsi que le Premier ministre irakien Haider al-Abad s'est exprimé vendredi sur la télévision publique irakienne. Ce bastion du groupe État islamique est ce matin sous le contrôle des forces de sécurité irakiennes, à l'exception de quelques quartiers qui doivent encore être sécurisés. Ceci est une question d'heure. L'armée avance prudemment dans le centre-ville, freinée par des engins explosifs placés par les djihadistes. Le 23 mai dernier, l'armée irakienne lançait l'offensive pour reprendre Fallujah avec le soutien aérien de la coalition internationale dirigée par les États-Unis. Ils avaient réussi à encercler la ville et à reconquérir les quartiers périphériques. À l'arrivée des troupes pro-gouvernementales, de nombreux civils ont fui la ville et des membres de l'EI ont réussi à se fondre parmi les réfugiés. Les troupes irakiennes qui s'attendaient à des combats violents avec les soldats du califat ne se sont heurtées qu'à une faible résistance de Daesh. Fallujah, Minbej, Sirte, l'État islamique perd petit à petit ses bastions. L'étau se resserre autour de sa capitale autoproclamée Raqqa. Bientôt, il pourrait que lui rester Mossoul, la grande cité au nord de l'Irak, pour se prétendre encore un État. Sport pour clore ce journal, une semaine après le début de l'Euro 2016, une polémique, quelques buts, beaucoup d'interpellations, un bilan lourd en incidents pendant ces 8 derniers jours de compétition. Reportage. 323 interpellations, 196 placements en garde à vue et 11 condamnations dont 8 à de la prison ferme. Ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur après une semaine d'Euro. Ceux supporters
qui sont à l'origine de ces troubles à l'ordre public doivent savoir qu'ils seront rattrapés par la justice et qu'ils seront expulsés vers leur pays d'origine. La compétition s'est ouverte vendredi dernier et les incidents violents survenus à Nice et surtout à Marseille ont relégué le succès des Bleus de ce début de tournoi au second plan. Les autorités craignaient davantage les attaques terroristes que les débordements de supporters. Pour l'instant, aucune tentative d'attaque n'a été évoquée. Mais la menace reste forte à quelques mois des attentats de Paris et de Bruxelles et après l'assassinat du couple de policiers lundi soir à Magnanville. Dans une vidéo, l'assassin abattu par la police affirmait que l'Euro de football était une cible privilégiée. 90 000 policiers, gendarmes et personnels de sécurité ont été déployés dans les 10 villes qui accueillent les matchs. Une sécurité renforcée mais pas ou peu adaptée au phénomène d'hooliganisme, ce qui peut expliquer les affrontements entre Russes et Anglais. Des affrontements qui ont fait de nombreux blessés, dont 2 qui se trouvent toujours dans un état grave. C'est la fin de ce 20h. Merci à tous pour l'attention. Excellent week-end chez vous.